Vous avez vu comme les bagnoles d'aujourd'hui ont pris du bide, on dirait qu'elles cherchent à battre un record de poids à chaque nouveau modèle qui sort. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'elles sont coincées dans un cercle vicieux. Plus elles prennent du poids, et plus elles sont destinées à en prendre davantage. On dirait la même spirale infernale à laquelle était confrontée la NASA en 69. Pour envoyer deux bonhommes faire un tour sur la Lune, ils ont dû faire une fusée de 3000 tonnes, l'équivalent de 1000 gros SUV, avec une puissance inimaginable d'1 million de chevaux, et tout ça en cramant chaque seconde l'équivalent de 260 pleins d'essence. Je vais vous montrer pourquoi Saturn V était aussi énorme, et surtout je vais vous montrer le lien entre Saturn V et le gigantisme galopant de nos voitures. Ça risque de vous surprendre. Bonjour, je suis Alex Wagner, ingénieur motoriste et passionné de BMW, et dans cet épisode spécial des BMistes, on attaque de front l'épidémie d'obésité qui sévit dans le monde automobile. On va fouiller ensemble les raisons cachées et les conséquences inattendues de cette tendance lourde. Restez branchés parce qu'après ça, vous ne reverrez plus jamais les voitures de la même manière. Alors qu'on nous parle partout de changement climatique et qu'on nous demande de faire attention à notre empreinte carbone, devinez quoi? Les constructeurs, eux, font le grand écart. Ils sortent des modèles de plus en plus gros, lourds et énergivores, un peu comme de commander un triple bacon cheese en période de régime. Ça interpelle, non? Cette obsession pour les voitures XXL suscite le débat, et ne vous arrêtez pas aux clichés du genre « c'est pour la sécurité ». Il y a quelque chose de plus profond derrière cette tendance, quelque chose de surprenant et franchement un peu déprimant. Croyez-le ou pas, au train où vont les choses, il va bientôt falloir passer son permis poids lourd pour pouvoir conduire certains véhicules particuliers. Regardez certains SUV électriques comme le BMW XM, le Mercedes EQS ou encore le bien nommé Audi SQ8 e-tron, qui affiche sur la balance un poids à vide de 2,8 tonnes, ce qui correspond à un poids total autorisé en charge, le PTAC, de 3,3 tonnes. On n'est pas loin de la limite de 3,5 tonnes autorisée par notre permis B. Et si vous pensez que cette limite va jouer un rôle de garde-fou, détrompez-vous parce que les constructeurs font actuellement du lobbying pour pousser le bouchon encore plus loin. Mais ne croyez pas que les seuls gros SUV soient touchés par cette épidémie. Regardez la prise de poids de la BMW série 3 entre la première génération en 75 et la génération actuelle. Mettez côte à côte l'ancêtre et la dernière née, et la prise d'embonpoint est frappante. Même la petite série 2 actuelle ressemble à un tank à côté de la série 3 des 70s. On peut multiplier les constats. BMW M3, BMW M5, Porsche 911, Mini. Je continue. Fiat 500, Peugeot série 200, Ford Mustang, Range Rover. Bref, de toute évidence, la mode est au XXL et ce, sur tous les secteurs. On nous sort souvent l'argument sécuritaire pour justifier ces tanks sur roues. Et c'est vrai que pour faire péter un score au crash test Euro NCAP, il faut des larges zones de structures déformables permettant de dissiper l'énergie d'un choc. Mais newsflash, la norme Euro NCAP date de 97. Regardez à nouveau la courbe de croissance de la BMW série 3. Est-ce que vous voyez une inflexion particulière en 97? Non, moi non plus. À l'évidence, les voitures n'ont pas attendu l'Euro NCAP pour grossir. Et là, on touche les limites de l'argumentaire, c'est pour notre sécurité. Parce que la norme Euro NCAP, elle mesure la capacité à s'en sortir en cas d'accident. Elle ne mesure absolument pas la propension qu'a une voiture à éviter cet accident-là. Et quand tu es au volant d'un mastodonte de 3 tonnes et que tu veux lui faire changer de cap d'urgence, bonne chance. Sans parler du freinage. Quand on fait le test, un Range Rover lancé à 120 km/h a besoin de 54 mètres pour s'arrêter, presque la largeur d'un terrain de foot. Comparé à une berline Audi A6, qui n'est déjà pas une plume, c'est 10 mètres de plus, c'est-à-dire la longueur de deux grosses voitures. Pire, à l'endroit où l'Audi est arrêté net, le Range, lui, est encore à 50 km/h. Quasiment 3 tonnes, lancé à 50 km/h, je vous laisse imaginer le carnage, surtout si c'est pour aller s'encastrer dans une voiture plus petite et plus légère. Et la planète dans tout ça? Plus la voiture est lourde, plus elle consomme de l'énergie, y compris lors de sa fabrication, sans parler de l'usure accélérée des routes et des particules fines nocives que les freins et les pneus balancent gaiement dans l'atmosphère. Les grandes villes, elles, sont en première ligne, parce que près d'un SUV sur 3 se vend à des citadins. Il y a même des voix qui s'élèvent pour interdire les pubs de ces monstres, arguant que ça vend du rêve sécuritaire tout en flinguant la santé publique et le climat. À Paris, ils ont déjà réagi. Une votation en 2024 a donné lieu au triplement des tarifs de stationnement pour les voitures de plus d'1,6 tonne ou 2,6 tonnes si c'est électrique, et d'autres villes vont suivre.
De quoi relancer le débat. C'est qui le méchant dans l'histoire? Les constructeurs qui conçoivent ces engins? Ou alors nous, le consommateur, qui signons les bons de commande? La plupart des clients valorisent l'habitabilité, l'espace et la capacité de chargement d'une voiture, donc chaque nouveau modèle en propose naturellement davantage. Mais voilà, l'espace supplémentaire, c'est pas toute l'histoire. Reprenons notre BM série 3. De sa première à sa dernière version, sa taille a pris 28%. Mais son poids, boum, 44%. Pour saisir pourquoi nos voitures prennent du poids à vitesse grand V, laissez-moi vous parler de la fusée Saturn V. Capable d'atteindre 25 fois la vitesse du son, cette gigantesque fusée des années 60 reste encore aujourd'hui la machine la plus puissante produite par l'homme. Pourtant, seule la petite capsule à son sommet atteignait la Lune. Le reste, largué en route et détruit en retombant dans l'atmosphère. Un peu bête, non? Mais les ingénieurs de la NASA sont tout sauf bêtes. C'est que parfois, la physique est cruelle. Pour propulser la capsule Apollo, il faut d'abord calculer la quantité de carburant nécessaire. Sauf que voilà, la capsule n'est plus seule, il faut aussi propulser le carburant. Et du coup, on ajoute encore du carburant, ce qui nécessite encore du carburant pour le propulser. En plus, pour stocker tout ce précieux liquide, on a besoin d'agrandir les réservoirs, ce qui fait encore plus de poids et, vous l'avez deviné, nécessite encore plus de carburant. Au final, après avoir bouclé plusieurs fois dans cette spirale infernale, on aboutit à une conclusion plutôt effrayante. Pour envoyer juste 2 hommes sur la Lune, il a fallu une fusée à usage unique, haute comme un immeuble de 30 étages. C'est pas ultra écolo. Quel rapport avec notre BM série 3 ? On est dans le même genre de spirale infernale de prise de poids. Tout commence avec un désir assez simple. On veut un peu plus d'espace, histoire de se sentir à l'aise et de pouvoir emporter une valise de plus en vacances. Pour répondre à ce besoin, les dimensions de la voiture sont légèrement augmentées. Quelques millimètres par-ci par-là, ça fait un peu plus de métal, de verre, de plastique, de caoutchouc, de tissu ou peut-être de cuir. On s'arrête pas là, on veut une voiture plus silencieuse, donc on ajoute une couche d'isolant phonique. Ensuite, on veut du confort, vitres électriques, rétroviseurs électriques, sièges électriques, un toit ouvrant panoramique, des écrans pour faire oublier la conduite qui elle-même est bof, ça fait des kilos en plus. Et puis, il y a l'image. Être perçu comme un baroudeur, c'est sexy. Donc, suspension digne du Dakar, pare-choc adapté au Serengeti, des grosses roues permettant de franchir une petite rivière ou peut-être juste d'escalader un trottoir. Évidemment, la sécurité de nos proches est non négociable. Donc, on veut le meilleur en termes de protection, des airbags supplémentaires, des zones de déformation plus grandes. Encore une fois, ça veut dire plus de métal et plus de plastique. À ce stade, la voiture a déjà pas mal pris du poids. Donc, il faut renforcer les ressorts, les amortisseurs, les barres anti-roulis pour maintenir la voiture. La direction est devenue trop lourde, pas de problème, on majore la direction assistée. Puis il faut renforcer les bras de suspension, les moyeux et bien sûr les pneus et les roues pour supporter la voiture. Et puis les freins doivent aussi suivre. Mais attendez, on veut conserver les performances annoncées parce que sinon la voiture ne se vendra pas. Donc il faut gonfler le moteur et qui dit plus de puissance dit une transmission plus solide pour pouvoir gérer cette puissance. Ah, et avec ce moteur plus gros, on consomme plus. Donc pour remédier à ça, il faut soit ajouter 1 ou 2 rapports à la transmission, ou alors mettre un système hybride électrique, ou alors juste un réservoir d'essence plus gros. Pour caser toutes ces évolutions techniques, évidemment, il faut encore plus d'espace. Et puisqu'on ne veut pas compromettre sur l'habitabilité ou le volume de chargement, parce qu'on a tous envie d'emmener toute notre maison en vacances avec nous, il faut augmenter encore davantage la taille de la voiture. Mais là, vous avez compris, on prend encore du poids et il faut encore faire un tour de la manivelle pour que le reste suive. Et vous voyez comment petit à petit, on se retrouve à tourner dans cette spirale infernale où chaque amélioration semble inévitablement pousser vers la suivante, chaque ajout appelant un autre ajout, dans une quête sans fin pour plus de confort, plus de sécurité, plus d'espace, jusqu'à ce que nos voitures ressemblent à des tanks sur roues. Regardez la Bugatti Veyron, c'est la Saturn V du monde automobile. L'obsession d'atteindre 400 à l'heure dans un cocon de luxe a abouti, après plusieurs tours de cette moulinette, à un monstre de 1000 chevaux qui a besoin de 10 radiateurs pour ne pas surchauffer, qui pèse 2 tonnes alors qu'elle n'embarque que 2 personnes et qui, à sa vitesse maxi, vide son plein en seulement 11 minutes. Alors c'est super pour le statut social, mais pas pour grand chose d'autre. Au passage, si vous aimez bien ce genre de vidéo où je vous donne mon point de vue d'ingénieur, abonnez-vous pour m'encourager à en faire d'autres et pour ne pas louper les suivantes. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut inverser cette spirale infernale pour en faire un cercle vertueux.
Vous voyez comment chaque gain de poids appelle un nouveau gain de poids. Quand on veut, on peut. Des exemples ? Côté sportif accessible, l'Alpine A110 priorise la légèreté pour offrir des sensations pures. Côté supercar de rêve, la McLaren F1 est un poids-plume pourtant capable d'embarquer 3 adultes et leurs bagages. Côté petite citadine, on a la BMW i3 dont la conception innovante et les matériaux légers permettent d'offrir plus d'espace intérieur qu'une BM série 3, tout en étant 60 cm moins longue. Elles ont été malheureusement des échecs commerciaux qui n'ont pas donné envie à leurs constructeurs de réitérer la démarche. Le marché a parlé, préférant souvent le confort et l'habitabilité sur le critère du poids. C'est frustrant parce qu'on voit bien qu'une autre voie est possible, mais jusqu'ici, la réponse du marché a été claire, et vous savez ce qu'on dit, on n'a jamais raison contre le marché. Gardez cette phrase en tête, parce qu'on n'a pas fini avec cette histoire, et je vais vous montrer dans quelques instants comment les choses pourraient changer. Dans ma vidéo sur la BMW 3 litres CSL de 71, on a vu comment alléger un modèle existant. Mais aujourd'hui, si on veut une voiture légère, on se fixe un poids cible au moment de la conception, et puis on déroule, et chaque décision découle de ce cahier des charges initial. Regardez l'Alpine A110, un poids plume de seulement 1098 kg face à sa rivale principale, la Porsche Cayman, qui pèse 1385 kg. Alors comment est-ce qu'on arrive à un tel gain de quasiment 300 kg ? D'abord, on joue sur les dimensions. 1 litre de volume de voiture en moyenne, c'est 200 grammes. Après, une fois figées les dimensions, il se passe un truc contre-intuitif. Moins de poids coûte plus d'argent. Des matériaux légers et une conception plus astucieuse, ça coûte plus cher. Puis le fait que ces pièces soient produites en petite série, ça fait encore grimper la facture. En pratique, les ingénieurs jonglent avec un budget réduction de poids précis, par exemple 1000 € par voiture. Ils disposent de plein de mesures possibles pour dépenser ce budget. Un capot carbone, des suspensions aluminium, des aimants néodyme pour les enceintes acoustiques, un câblage haute technologie qui n'emploie pas de cuivre, et puis on regarde quelle mesure coûte le moins cher en euros par poids gagné. Pour prendre leur décision, les ingénieurs fixent un seuil maximum d'euros qu'ils peuvent dépenser par kilogramme gagné. Et pour ça, faut estimer combien le client final est prêt à payer pour le gain de poids. Avec tout ça, les ingénieurs calculent combien ils peuvent dépenser pour économiser 1 kg sur le poids de la voiture. Et le souci, c'est que ce montant est très faible. Pour une voiture de grande série, un constructeur généraliste ne peut pas se permettre d'aller au-delà de 5 à 10 € par kilogramme gagné. Sachant que la majorité de cette enveloppe vient du gain de consommation et de la baisse des émissions de CO2 via le système bonus-malus. En clair, si un allègement proposé coûte moins que 5 € par kilogramme gagné, il est implémenté. Plus de 10 € par kilogramme gagné, c'est niet. Et entre les deux, c'est au cas par cas en fonction d'une foule d'autres facteurs. Pour une sportive, le client va valoriser davantage les gains qui découlent d'un gain de poids et donc on pourra être plus généreux et accorder une enveloppe de entre 20 et 30 € par kilogramme gagné. Mais avec les voitures électriques, c'est la cata. Les émissions, elles sont déjà à zéro, donc ce poste-là disparaît. Certes, l'énergie électrique n'est pas gratuite, mais ces voitures ont des systèmes remarquablement efficaces de récupération d'énergie au freinage, donc perdre du poids est moins rentable. Résultat, pour un véhicule électrique, un constructeur ne peut dépenser qu'à peine 2 € par kilo de poids économisé, ce qui limite drastiquement les options pour alléger ces mastodontes. Derrière ces chiffres, il y a une réalité économique. Voyez-vous, si les voitures ne sont pas plus légères, c'est parce que le client final n'est pas prêt à payer cet effort. Le léger n'est malheureusement pas vendeur. L'Alpine A110, la McLaren F1 et la BMW i3 l'ont tous les trois appris à leurs dépens, chacun dans son segment spécifique. Au final, nos choix résultent d'un équilibre entre ce qu'on veut, ce qui est bon pour la planète et ce qu'on est prêt à payer. Le problème fondamental, c'est que ça coûte moins cher de booster la puissance que de réduire le poids. En plus, sur une fiche technique, la puissance est plus facile à vendre que la légèreté. Et donc, dans le marché libre, plus de puissance et éventuellement des batteries plus grosses va toujours l'emporter sur moins de poids. Pour changer la donne, les gouvernements ont une carte à jouer en mettant en place des incitations permettant de pousser le marché vers des choix plus légers pour le bien de la communauté. Malheureusement, les instances européennes sont passées à côté d'une belle opportunité pour influer sur le poids de nos voitures. Je vous explique. Il s'agit de la réglementation numéro 443/2009 du Parlement européen, loi visant à limiter les émissions de CO2 et donc la conso puisque les deux sont proportionnels. La clé de ce document illisible de 15 pages réside dans une équation dont voici le tracé.
La droite montre comment les émissions de CO2 autorisées varient en fonction du poids moyen du parc automobile du constructeur. Regardez bien la pente de la droite, parce que ce que vous voyez là est surprenant et lourd de conséquences. Car voilà, les constructeurs calculent le poids moyen des véhicules de leur parc, et puis la pente de la droite signifie que chaque 100 kg additionnel de poids moyen de véhicule leur permet d'émettre 5 grammes de plus de CO2 avant d'être pénalisés par des taxes. En clair, ça signifie que plus une voiture est lourde et plus elle a le droit d'émettre. Et là, vous allez peut-être ressentir une sorte de tiraillement, une dissonance cognitive. Votre cerveau de gauche va dire « bah oui, c'est normal, une voiture plus grosse a besoin de plus d'énergie pour se déplacer et donc doit avoir le droit d'émettre et donc de polluer davantage. » Et là, votre cerveau droit pourrait rétorquer « attendez, ça veut dire qu'on encourage, littéralement on récompense les voitures qui sont plus lourdes et qui polluent davantage. Donc par rapport aux objectifs de climat et d'environnement, on marche sur la tête. » Dans ce contexte, le rôle du gouvernement pourrait être de pallier à cet échec de marché qui a amené à ce que nos rues soient peuplées par des gros tanks et inciter à la production de véhicules plus légers, plus en phase avec nos objectifs environnementaux. Mais l'influence du lobby des constructeurs allemands a réussi à orienter la réglementation dans une direction qui favorise les véhicules lourds. La Deutsche Qualität s'apaise. Cette situation est d'autant plus préoccupante avec l'émergence et le développement des véhicules électriques pour lesquels la récupération d'énergie au freinage fait que la masse est un critère d'efficience moins important qu'avant. Alors en France, des mesures comme le malus écologique tentent de contrebalancer cette tendance, mais pour avoir un réel impact, il va falloir des mesures internationales, au moins européennes, axées sur le poids des véhicules, parce que les émissions ont le mauvais goût de ne pas s'arrêter à la frontière. Tant que notre imaginaire collectif valorisera la grosse voiture, le libre choix du consommateur s'exprimera par un parc obèse, effet accentué par l'effet Saturne V. Le poids appelle le poids. Mais voilà, cette spirale pourrait bien se transformer en cercle vertueux. Soit on se réveille collectivement et on change de vision, ou alors on attend que le coup vienne d'en haut, via des incitations financières, c'est-à-dire des coups de bâton bien calibrés. Alors, ça vous dit un changement de menu ? Pour vous, ce sera quoi ? Un Pokéball ou un bacon triple cheese ? J'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires. Et maintenant, pour une dose d'histoire automobile avec une touche de légèreté, regardez ma vidéo sur la BMW 3 litres CSL de 71, une étoile filante de la philosophie Light is Right. Cette auto a fait scandale en défiant les conventions. Faire payer plus cher une voiture moins équipée, découvrez pourquoi et comment BMW a réussi ce pari osé. Et découvrez en même temps comment ça se fait que cette voiture vaut aujourd'hui 300 000 €.